Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr Frédéric Lambert. Frédéric avec un C, pas de K à la fin. Je n'ai jamais compris ceux qui ont rajouté un K, c'est un peu agressif dans l'écriture. Alors, l'autre jour, j'étais dans une fête d'enfants. Oui, j'ai 2 enfants, alors on est invités dans les fêtes. Et parfois, la fête est si loin que je préfère rester dans la fête que de retourner à la maison. Alors, ça me donne l'opportunité de fréquenter des gens que je ne fréquenterais habituellement pas du tout et de discuter. Et évidemment, on partage un court moment, un court moment un peu étrange dans lequel on voit les enfants s'amuser et nous, on doit essayer de s'intéresser à l'un et l'autre, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, on dirait pour certains. Et je me suis trouvé dans des conversations où, on se nomme rapidement et on demande, c'est quoi vous faites comme métier? Hein? Ça génère beaucoup de conversations. Et je me suis rendu compte que, les gens expliquent leur boulot très mal, en fait. Les gens ont de la misère à penser, à imaginer que devant eux, il n'y a peut-être pas, un ingénieur de tel milieu ou encore Écoutez, il y a tellement de professions différentes ou encore des trucs en informatique que je ne comprends rien. Bref, les gens m'expliquaient leur boulot dans leur jargon. Et là, j'ai été un peu traumatisé. Je me suis dit, peut-être que je fais la même chose. Hein, parce que souvent, je prends pour acquis que tout le monde a déjà vu un concert symphonique. Hein, que tout le monde comprend la réalité d'un musicien classique. Et ça s'appelle ne pas avoir de distance avec son travail. Alors, et souvent, quand je parle de mon métier à des gens dans mon quartier, je me rends quand même compte que l'expérience symphonique demeure encore un truc assez, même très mystérieux. Hein? La hiérarchie des musiciens, le fonctionnement des auditions, mais surtout la relation avec le ou la chef d'orchestre qui reste fascinant pour plusieurs. Hein? Juste la compréhension de la battue, de la baguette, comment suivre cet individu au mouvement très élégant, c'est très étrange pour plusieurs. Il faut dire que moi, je fais ça depuis tellement longtemps que, on y voit que du feu. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser ce métier assez unique avec la maestra Mélanie Léonard. Née à Montréal, Mélanie Léonard est chef d'orchestre. Elle est la directrice musicale de l'Orchestre symphonique Nouveau-Brunswick. Elle a été chef en résidence, puis chef associé du Calgary Philharmonic Orchestra et directrice musicale de l'Orchestre symphonique de Sudbury. Mélanie Léonard a été la première femme ayant complété un doctorat en direction d'orchestre à l'Université de Montréal. En 2012, elle a reçu le prix Jean-Marie Baudet en direction d'orchestre attribué par le Conseil des arts du Canada. Elle a été invitée à diriger plusieurs orchestres canadiens incluant l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre métropolitain ainsi que l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Durant la saison 2022-2023, elle est réinvitée à l'Orchestre symphonique de Québec, les Violons du Roi, l'Orchestre de Nouvelle-Écosse et de Victoria. Elle est également finaliste pour le poste de direction musicale à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Voici ma conversation avec Mélanie Léonard. En ce moment, tu diriges l'Orchestre métropolitain? Oui, c'est ça. Je fais la série L'OM prend l'air dans 5 parcs de Montréal. Okay. Tu connais la série. Là. Oui, je connais la série. Mais cela dit, j'ai jamais joué avec l'Orchestre métropolitain. C'est un des rares orchestres dans lesquels j'ai pas remplacé ou peu importe. Je sais que c'est une série qui est très populaire, en fait.
Ouais, Et là, ouais, on a eu... le programme, c'est quoi exactement vous faites? on fait la troisième symphonie de Louise Farenc et la cinquième symphonie de Beethoven. OK, une belle rencontre. Mais, et puis je trouve que c'est bien quand même l'espèce de rapport avec Beethoven, parce que dans Louise Farenc, j'ai enseigné il n'y a pas si longtemps une des sonates de Louise Farenc à une de mes étudiantes, puis c'est proche, on est proche de Beethoven dans l'esthétique, même dans la façon d'orchestrer, la façon d'utiliser les nuances. Je sais pas, mais je trouve que c'est un beau mariage, c'est une bonne idée quand même. Oui, non, mais clairement, je suis d'accord avec toi, là. C'est vraiment l'héritage esthétique de Beethoven. Des fois, peut-être aussi un peu Schubert, Mendelssohn. Ouais, on On est est. dans ces eaux-là. Puis je trouve ça intéressant parce que peut-être que c'est une symphonie que plusieurs personnes connaissent pas, mais c'est quand même une esthétique qu'ils connaissent. Donc, il y a quand même une familiarité à ce niveau-là. Puis comme tu dis, avec le Beethoven, clairement, on entend l'influence là, quand on les joue une après l'autre. Mais c'est clair. Et en plus, toi, je présume que comme les concerts d'été comme ça, tu fais des espèces de petites présentations pour faire des liens en tout ça, ou tu t'occupes de l'orchestre seulement? Ben, le format du concert tel qu'il est, je fais une petite intervention entre les deux œuvres, mais c'est une petite discussion. En fait, on a Marie-Lou Garon Ah qui oui. présente les œuvres, puis on a une interaction au milieu où elle me pose des questions sur le métier de chef d'orchestre. Mais c'est vraiment elle qui fait la présentation des deux œuvres pendant le Cool. concert. Écoute, j'essaie de réfléchir. Moi, je fais pas tant d'orchestre dans la vie, j'en fais peu du moins. Là. Je joue un peu avec l'orchestre de Laval. Des fois, je remplace ici et là. Je pense pas que j'ai été sous ta direction. À mes mémoires, c'est pas arrivé. Ou peut-être dans tes débuts, peut-être. Mais il y a longtemps. Écoute, Et ça m'amène à réfléchir étrangement à... je me souviens quand tu as commencé à diriger. Je me souviens quand tu es arrivé dans le portrait musical ouais. québécois slash canadien, peu importe. Et là, tu vois, tu sais, je lisais beaucoup sur toi, mais je n'ai pas quand même l'origine intacte, parfaite de ta musique, comment la musique est arrivée dans ta vie. Et parce que souvent, dans les chefs d'orchestre, on ne devient pas chef d'orchestre subitement. On ne dit pas je vais devenir chef d'orchestre. Souvent, on a un bagage de musicien soi-même. Et je ne sais même pas c'est quoi l'instrument que tu jouais. Du violon. Tu jouais Ouais. du violon. Oui, oui. Puis Oh, j'en joue plus beaucoup, là. Je suis quand même assez occupée en direction d'orchestre comme chef invité, mais aussi directrice musicale de Symphonie Nouveau-Brunswick. Mais ouais, j'ai commencé le violon à 9 ans, en fait. Mais en fait, j'avais commencé à 6 ans, c'est pas vrai. J'ai fait seulement quelques mois. J'aimais vraiment pas mon professeur. Puis, j'ai repris à 9 ans, puis là, j'ai jamais arrêté. Mais en fait, le premier instrument vraiment que je voulais jouer, c'était de la harpe. Parce ah, qu'il y avait, oui, il y avait une harpiste qui avait visité mon école au primaire. Comme quoi, c'est très important, le travail qu'on fait en milieu éducatif, d'envoyer des musiciens dans les écoles et d'exposer les jeunes à la musique classique. Moi, j'avais été complètement fascinée. J'étais rentrée chez moi, j'avais dit à ma mère que je voulais jouer de la harpe. Mais bon, j'ai grandi à Salaberry de Valleyfield, puis il y avait seulement une école de musique chez les Sœurs Jésus-Marie. Maintenant, c'est plus un couvent, là. Je sais pas, ils sont rendus où, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de professeur de harpe. Puis, donc, j'ai choisi le violon, puis après ça, j'ai tout de suite, presque très rapidement, transféré au conservatoire McGill. Et ben c'est ça, j'ai fait tous mes examens au conservatoire, mais j'ai pas eu un chemin direct en musique parce que j'ai toujours été très curieuse, mais de divers sujets, là, pas seulement la musique. Puis, j'ai fait du ballet classique, j'ai fait du ballroom de compétition au cégep, parallèlement à mes études en musique au conservatoire. J'ai fait arts et lettres avec un profil majeur en arts visuels et un profil mineur en théâtre. Puis, c'est vraiment à ce moment-là où là, j'étais rendue collégiale 2 dans mes examens au conservatoire McGill. Puis là, ça commençait à être pas mal exigeant.
Et je ne faisais que peindre, dessiner, apprendre des textes de théâtre. Et là, je me suis rendu compte que le vide que ça m'a créé, cette espèce de pause obligée ou de restriction au niveau du temps que je pouvais consacrer à mon instrument, ça m'a fait comme réaliser que c'était vraiment la musique, mon art. Alors, après ça, je me suis dirigée en musique à l'université. Puis là, j'étais en pleine réflexion. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Je savais que je voulais être interprète, faire de la scène. Le partage avec le public, ça m'a toujours animée. Mais il y avait aussi tout l'aspect leadership. J'ai toujours été une fille de projets, d'idées, d'aller chercher des ressources, de mettre une équipe ensemble. J'ai toujours eu beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de direction d'orchestre en privé avec Paolo Bellomia quand j'étais à l'université. C'est drôle ce que tu dis de ne pas décider du jour au lendemain de devenir chef d'orchestre, mais ça s'est fait quand même bizarrement un peu comme ça. Mon cheminement en musique, autant qu'il a été long avant de déboutir, qu'une fois que j'avais pris ma décision, j'étais dédiée à 10 000 %. Et mais en fait, c'est cette histoire de comment je suis arrivée à l'université quand j'ai rencontré Paolo Bellomia. Il était dehors, il fumait, puis là, je l'ai vu. Alors, je me suis dépêchée avant qu'il rentre. Je suis partie à courir. Puis, je suis allée le voir, puis j'ai dit Monsieur Bellomia, vous êtes le professeur de direction d'orchestre? Parce que moi, je veux être chef d'orchestre, rien d'autre. Alors, ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à prendre des cours privés. Puis bon, après ça, ça s'est enchaîné. J'ai été acceptée à la maîtrise, puis par la suite au doctorat. Mais c'est ça. Ça a pas mal été ça, mon chemin. Mais quand tu as commencé, quand tu as débuté l'Université de Montréal, c'est ça? Si j'ai bien compris? Oui, exact. Okay. Quand tu as débuté l'Université de Montréal, c'était en violon. En fait, j'ai commencé en musicologie. Okay. J'avais eu un problème de santé, qu'on n'est pas obligé de s'étendre là-dessus, mais ça m'avait empêché d'auditionner pour aller en interprétation à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'ai commencé en musicologie, mais finalement, de fil en aiguille, je me suis dirigée en direction d'orchestre, puis j'ai fait seulement 2 ans de musicologie. J'ai ensuite transféré mon bac en technique d'écriture. Okay. Sous la recommandation de mon professeur. Et puis, j'en suis reconnaissante. Je crois que d'avoir eu à être confrontée à composer, faire de l'orchestration, du contrepoint, de l'harmonie, ça donne une compréhension de la partition qu'ensuite on peut appliquer en répétition. D'avoir à composer, si on veut, une partition. Après ça, je trouve que ça rend la chose plus facile dans l'analyse pour la décomposer puis structurer une répétition avec une compréhension vraiment de tous les éléments compositionnels. Là. Donc, ça m'a servi. Mais ça, je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que est-ce qu'il t'arrive encore d'écrire un peu de musique? Non, là, j'écris plus. Ou encore de signer des arrangements, des fois peut-être. Parce que des fois, c'est quand même fréquent de voir des chefs qui vont arranger des pièces pour des contrats ou des... Non? Pas en ce moment? Non, ben pour moi, ça a vraiment été un outil que j'utilise quand j'étudie ma partition, mais je peux pas dire que j'avais le feu sacré de la composition ou de l'arrangement. Donc, je laisse ça aux autres qui sont beaucoup plus passionnés et compétents que moi à ce niveau-là. Ben non, mais toujours est-il que c'est un outil dont je me sers à chaque fois quand j'analyse, quand je structure ma compréhension de l'œuvre, ça m'aide énormément. Et c'est là que ça m'amène à parler de ta préparation. La préparation d'un chef, l'étude. Moi, j'ai fait, en tout cas, petite parenthèse, quand j'étais à McGill en interprétation alto, il y avait des cours, il y avait ouvert un cours optionnel de direction, initiation à la direction d'orchestre. Tous les lundis soirs, c'était Alexis Hauser qui donnait le cours. Et on avait tous, pendant tout un semestre, un mouvement de symphonie à travailler. Puis là, à la fin, on avait comme la chance de diriger un orchestre qui était là surtout en lecture, si on veut bien. Et là, bon, il nous expliquait un peu comment analyser. Mais tu sais, c'était quand même assez large. Et là, rapidement, dans la classe,
qui étaient là, on était peut-être une dizaine, tout le monde avait un peu sa propre façon de faire les choses. C'était comme, il y en a qui, écoute, c'était étrange, autant qu'il y en a qui me disaient, moi j'écoute des enregistrements, je fais littéralement du lip-sync de direction, puis ils se regardaient dans le miroir pour être certain d'avoir le bon mouvement. D'autres disaient, non, moi je fuis les enregistrements, je veux rien savoir pour pas que ça teinte mes idées, je préfère analyser le texte. Donc finalement, il y a comme plusieurs écoles. Je présume que, t'as eu un professeur qui t'a montré les rudiments de la direction, mais à travers tout ça, tu as créé sûrement ta propre technique, je présume, un peu? Oui, oui, évidemment, on apprend une technique de base, puis on apprend comment étudier un peu notre partition, mais oui, ultimement, je pense qu'il faut y aller avec ce qui fonctionne le mieux pour nous. Puis moi, quand je commence l'étude d'une partition, je commence toujours par, j'appelle ça mettre mes couleurs dans ma partition. J'ai un code de couleurs, donc vert, c'est pour toutes mes entrées d'instruments. Puis une entrée d'instrument, ça peut être d'être conscient qu'il y a un instrument qui rentre après 67 mesures. Ben, c'est sympathique de le regarder quand c'est à lui à jouer. Tu parles d'un tuba qui est très content de recevoir le cue au bon moment. Là. Ça peut être un tuba, mais des fois, une symphonie va commencer dans l'extrême douceur, donc avant que tous les instruments soient entrés. Donc, de justement regarder un instrument lorsqu'il rentre, que ce soit une intervention mélodique ou même d'accompagnement, parce que des fois, il y a des instruments qui entrent et là, ça enrichit la texture. Donc, je trouve ça important d'être avec eux dans ces moments clés-là. Mais aussi, toutes les entrées. Des fois, c'est pas des entrées, c'est un instrument qui était déjà en train de jouer, qui jouait par contre une texture d'accompagnement. Puis là, soudainement, ça transitionne vers la mélodie et c'est lui qui doit être au premier plan. Donc là, je vais employer un anglicisme, là, et je me mets un cue dans ma partition parce que c'est ça aussi, là, dans la direction, il faut qu'on suive aussi les plans, la mélodie. Donc ça, c'est première étape, je pense, à travers le mouvement, ou des fois, j'y vais du début à la fin de la symphonie ou là, puis je mets tout ce qui est vert, toutes mes entrées. Ensuite, je vais avec les nuances, donc bleu. J'utilise bleu pour ce qui est les nuances douces et rouge pour ce qui est les nuances fortes. Ensuite, si j'ai des changements de battu ou de tempo, je vais en noir, je souligne mes retardando, accelerando en jaune. Ensuite, je vais y aller avec la structure des phrases. Puis ensuite, je vais y aller dans l'interprétation. Donc là, c'est la phrase, je l'amène vers où? Est-ce que je veux 4 mesures plus 4 mesures? Est-ce que je veux 8 mesures? Toutes les décisions artistiques, l'équilibre, qu'est-ce que je veux faire ressortir dans la partition? Des staccato, une note courte. Courte comment? Courte plus marcato, plus secco, avec un peu plus de résonance. Puis là, d'être conscient de me dire, OK, là, c'est les cordes qu'il joue, mais après ça, c'est repris au bois. Donc là, on est vraiment dans la préparation de répétition parce que là, en répétition, je vais écouter comment les deux groupes, la première fois qu'on l'enchaîne, le jouent parce que s'ils ne jouent pas de la même façon, ça va être mon rôle d'unifier l'articulation pour que les deux groupes interprètent le staccato de la même façon. Donc là, on tombe dans toutes mes notes qui ont rapport aux décisions artistiques, à l'unification de la vision. Puis, je me mets des mots aussi parce que c'est important d'être efficace en répétition. Puis même si je connais ma partition, je veux pas avoir un blanc, je veux pas être prise à hésiter. Donc, même des fois, je me mets des mots-clés sur la qualité sonore que je recherche. C'est majestueux, nostalgique, entrée, mettons, je vais mettre les entrées définies, rythmiques, donner un poids rythmique à la double croche. Ou, je me mets des mots-clés pour que si, je sais pas, j'ai une inattention ou que ça me vient pas tout de suite, je peux regarder puis je l'écris. Donc, c'est tout ce travail-là d'abord dans la partition. Puis moi, je trouve ça, en fait, intéressant d'écouter des versions différentes d'une œuvre. Souvent, j'en écoute 5, 6, 7 même. Je suis abonnée à Berlin Phil, là, le Digital Concert Hall. J'aime regarder ce que d'autres grands musiciens
font, pas nécessairement pour les copier, mais pour nourrir ma réflexion. Puis des fois, je peux avoir l'idée d'approcher un passage d'une certaine façon, puis là, je l'entends différemment, puis là, je me questionne. Puis là, je me dis, OK, mais dans le reste, qu'est-ce que je veux faire? Comment ça fit? Puis, donc, je trouve ça intéressant d'être confronté à des choses différentes. Souvent, je me reconnais pas dans les enregistrements que j'écoute. Des fois, j'ai de la difficulté à écouter un enregistrement parce que c'est éloigné de mon propre ressenti ou de la façon dont la musique s'exprime à travers moi. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis, ben c'est ça, je me pratique pas devant un miroir. Souvent, tu sais, le geste, la technique de direction, je pense que je l'ai beaucoup étudiée. Puis maintenant, ça se place naturellement dans mon corps, mais j'utilise un peu mon background de danse pour ça. Tu sais, j'écoute la musique, puis des fois, je marche, puis j'essaie de juste me positionner. Ma posture, je suis comme, OK, où est-ce que ça résonne, ça, dans mon corps? C'est quelle partie de mon corps qui parle à ce moment-là? Ouais. J'utilise vraiment tout mon corps. Mais aussi, savoir comment tu te centres par rapport justement à la pulsation, tout ça. Puis... Oui. Puis comment je pourrais dire ça? La spatialisation du geste, là, je vais sonner très, très technique peut-être, là, mais tu sais, de la grosseur du geste par rapport à la tension musicale entre les deux temps, c'est important. Il faut le ressentir. Donc, tu sais, c'est tout ça. C'est beaucoup la position du corps dans l'espace, la posture, la présence, la respiration dans le geste. Non, c'est beaucoup d'éléments. Ça, j'ai essayé de faire ça court, mais je me rends compte. Non. Mais là, c'est complexe. C'est la beauté de maintenant, c'est qu'on peut s'étendre en masse sur ça. Oui, puis c'est complexe. Le truc, c'est complexe. Moi, j'avais... il y avait un film, sûrement que tu as déjà vu ce film-là. C'était une belle série. Je pense que j'avais 14-15 ans. Quelqu'un m'avait amené une copie VHS. C'était The Art of Conducting. Je sais pas si tu te souviens, c'était une espèce de documentaire incroyable avec des archives... C'est vraiment un film qui était comme pour l'initiation au grand chef de ce monde, du moins d'une certaine époque, là, que genre j'étais en années 90 et avant. Ils ont fait The Art of Violin, la même chose. Puis après, plus tard, ils ont comme... aujourd'hui, le film est disponible et il est mis à jour avec des gens plus actuels aussi. Et c'était super intéressant de voir, tu voyais chaque chef un peu discuter... c'était quoi leur philosophie, c'était comment ils prenaient les choses, parce que des chefs qui vont aller plus lent que d'autres sur des tempos, il y en a qui vont vraiment essayer de suivre le texte, d'autres vont vraiment prendre de la place. Et quand tu parles de mouvement, c'est ça, je trouve ça le fun, parce que, écoute, il y a des chefs qui bougent à peine, puis et l'orchestre est super expressif, d'autres qui bougent trop, et ça marche pas. Ça, il y a tout ce moment-là. Moi, ce qui me fascine avec la direction, puis la façon que tu parlais même de l'organisation de tes partitions, les façons d'écrire tes cues, la façon, puis d'ailleurs très drôle, le code de couleur qui est représentatif des feux de circulation. Non, mais oui. Il y a quelque chose. Non, mais il y a une petite analogie à faire ça avec les feux de circulation, voiture et chef d'orchestre. Parce que, tu sais, la fameuse expression... c'est qui chauffe à soir, l'orchestre? Chauffer un orchestre. Ouais. Tu sais, on l'entend. Moi, la première fois que j'avais entendu ça, je pense que c'était à Québec. J'étais au Violon du Roi. Puis j'entendais, tu sais, j'étais plus jeune. Bon, c'était des plus vieux que moi. Puis ils discutaient. Puis là, ils me disaient, ah, t'es où? Je suis à McGill. Ah ouais, c'est qui chauffe l'orchestre de McGill maintenant? Puis c'est la première fois que j'ai entendu l'expression chauffer. Je trouvais ça vraiment drôle, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de cool et beau là-dedans de prendre l'orchestre, c'est un véhicule, c'est une voiture. Et il y a toutes sortes de voitures qui existent dans le monde. Puis toi, tu as ton code de couleur qui sont les feux de circulation. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait un peu penser à ça. Et en tout cas, je reviens au mouvement. Les mouvements dans lesquels c'est une course contre le temps, hein, être chef d'orchestre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Avant, il y a une époque, il y a quand même peut-être 30 ans, où les chefs avaient beaucoup plus, quand j'ai plus, c'est peut-être 2 répétitions de plus pour un seul programme. Aujourd'hui, on coupe, et c'est difficile. Et vous devez arriver tellement près. Et comme tu disais, écrire, qu'est-ce que exactement sur des mots, tes idées. Alors que là, tu le répètes une fois, si ça ne fonctionne pas, ben il faut rapidement que l'orchestre comprenne ce que tu veux dire.
Alors là, tu y vas avec une description claire, précise, puis là, t'as un résultat, mais c'est toujours un peu la rapidité dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait, que tu trouves difficile ou tu réussis quand même à bien gérer ça? Parce que c'est vraiment de la gérance de temps, un chef d'orchestre, là. Oh oui, oui, tout à fait. C'est de la gérance de temps. Puis j'aimerais souligner quand même un aspect. euh, Être chef d'orchestre, c'est un travail d'équipe, hein? Tout le monde dans un orchestre, chaque section, chaque instrument, on a tous notre rôle à jouer, mais on fait tous partie du même tout. Donc, tu sais, je parlais des décisions artistiques, d'une vision artistique de l'œuvre, du rôle du chef, justement, de s'assurer qu'on joue tous selon la même vision. Mais l'orchestre arrive quand même avec sa vision. Puis, on l'entend au premier enchaînement dans une répétition. Moi, j'écoute la proposition de l'orchestre. Puis, j'arrive évidemment, comme tu dis, c'est super important d'être prêt, de savoir exactement ce qu'on veut accomplir comme travail avec l'orchestre parce que c'est une liste de priorités qui est constamment en train d'évoluer en temps réel. Donc, moi, je regarde tout le temps l'horloge, OK, puis là, première lecture, OK, j'ai entendu telle chose. Moi, j'ai telle idée que je veux absolument travailler. Là, je travaille ça. OK, je suis un petit peu d'avance sur mon temps, donc je peux aller dans quelque chose de plus subtil. Mais il faut toujours que je réajuste ma liste de priorités sur qu'est-ce que je vais travailler. Tu sais, je fais une chose, après ça, je fais quoi? Je regarde le temps, OK, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Puis, tu sais, quand je parle de travail d'équipe, c'est que parfois, j'arrive à une répétition, l'orchestre joue un passage que moi, peut-être, j'avais imaginé différemment, mais il me joue quelque chose d'absolument magnifique et je l'accueille avec bonheur, là. Je vais pas changer les choses pour changer les choses. La vision que j'ai de l'œuvre, c'est rien d'absolu. Puis au final, même si je vais travailler beaucoup de choses auxquelles j'avais réfléchi, ça m'arrive souvent aussi de garder des idées que l'orchestre amène parce que quand c'est beau, c'est beau. Moi, je me bats pas contre ça. T'sais, quand c'est beau, c'est beau. là, C'est bon, ça. C'est un bon motto, ça. donc, des fois aussi, voilà, il faut être flexible. Puis ça demande aussi de l'écoute, de la sensibilité aussi. On est tous dans un orchestre, des êtres humains sensibles. Notre travail, c'est dans l'émotion. La chimie, l'interaction humaine, c'est très important. Ça fait partie, ça va même influencer le son. Quand un orchestre est en forme, se sent bien. Donc, tout ça, il faut être sensible aussi à la dimension humaine. Des fois, on a des répétitions qui sont super exigeantes. Le répertoire est très physique à jouer. Puis à la fin d'une répétition, mais faut aussi savoir ce qu'on va répéter. Il faut pas nécessairement y aller avec quelque chose d'hyper technique. Si on a une répétition le lendemain, c'est peut-être plus sage d'attendre au lendemain. Ça donne rien non plus de pousser pour pousser. Donc, c'est aussi l'équilibre, l'écoute humaine, pas seulement l'écoute musicale en répétition dont on doit tenir compte. Oui. Non, c'est beaucoup de facteurs, mais tu sais, tout ce que tu mentionnes, tu sais, pour un exécutant, pour quelqu'un qui joue dans l'orchestre, on a notre partition, on veut être dans le beat avec notre section. En tout cas, dans mon cas, on a une section. On veut jouer juste, on veut pas dépasser. Et le temps passe, tu sais. Ouais. Mais là, quand tu me dis tout ce qu'il faut que tu réfléchisses à la notion du temps, la notion justement humaine, évaluer juste des problèmes, parce que c'est juste des problèmes qui se passent, puis il faut que tu fixes des problèmes le plus rapidement possible. Quand tu arrives sur scène au moment du concert, bon, là, tu dois un peu faire une certaine forme de déni de problème. Tu fais, bon, là, j'ai un résultat, il va se passer ça. Je présume, tu dis, je vais essayer d'élever ça encore un peu plus que c'était en répétition, essayer de donner un côté extra-musical. Et là, je présume, encore une fois, que c'est le show. Là, le show, il est le fun. Là, c'est le moment, c'est le bonbon
que tu peux te laisser aller puis que tu peux t'amuser avec ce qui est accompli. Et là, est-ce que ça arrive quand même que tu arrives à ce moment-là, ce bonbon-là, mais bon, peut-être que c'est pas assez, comme je choisis, c'est pas assez fixé, c'est pas assez à ton goût et que ça crée de l'insécurité, puis là, tu diriges, puis tu as de la misère à t'abandonner. Est-ce que ça arrive aussi parfois? Non, pas vraiment. Je te dirais, rendu au concert, habituellement, on est prêt. Ouais. Puis c'est du live, là. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais À tout moment. rendu au concert, on est dans la musique. Puis je pense que quand on est présent, ben c'est ça qui va primer, c'est l'émotion. Les gens vont focusser sur l'émotion. Même s'il y a une petite affaire que, tu sais, nous autres, on pourrait entendre, puis c'est pas ça, c'est pas l'expérience, c'est pas ça, l'expérience de concert. Puis, comme j'ai dit, on est prêt rendu au concert. Ouais. Donc, tu sais, le live, c'est le live, puis advienne que pourra, mais tu sais, dans 99% des cas, il y a rien qui se passe vraiment de majeur, puis c'est ça. Et même si c'est quelque chose de concert. Même si c'est quelque chose de majeur, c'est pas majeur, dans le sens que, bon, il y a des choses qui arrivent en concert pour tout le monde, là. C'est assez fréquent, tu sais. Et là, tu fais des concerts dehors avec le Métropolitain ces temps-ci. Ça, j'ose pas imaginer. Puis, même pour moi, quand j'en ai fait quelques-uns concerts de parc de la sorte, là, l'importance d'une salle, peut-être les gens, des fois, le comprennent pas, ça. Mais tu sais, une salle, ça fait partie aussi de ta job, parce que oui, tu t'assures que tout le monde joue ensemble, et là, il y a le côté soundman, on pourrait dire, un peu comme en pop, qui est aussi en toi, parce que toi, tu dois créer la bonne balance avec la résonance du lieu. Là, les concerts, devrais-je dire, pardon, les concerts dehors, le son, et c'est vraiment un peu hors de ton contrôle, tu sais. Faut que tu t'assures que juste devant toi, tout va bien, que les gens ne perdent pas de repères, parce que oui, pour même nous autres, les musiciens, quand on joue et qu'on est dehors, ben là, notre instrument sonne, on pourrait dire pas, d'une certaine manière, parce que c'est un peu mort, ça reste juste sur scène, on a l'impression que ça marche pas, mais bon, les gens mettent les micros, ça va en avant. Ça aussi, ça doit être quand même un gros défi, non? À travailler, parce que t'arrives à chaque endroit dehors, tu sais pas ce qui arrive, l'humidité, tout ça, ça affecte quand même tout le monde. Oui. Ben c'est sûr qu'on est assujetti à la température, hein, puis à l'environnement. Ça, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'une salle de concert qui a été conçue pour ça, je pense à la maison symphonique, où l'acoustique est extraordinaire, mais ça a été conçu, ça a été calculé, tous les paramètres ont été contrôlés pour maximiser la sonorité. C'est certain qu'à l'extérieur, c'est ouvert. Donc, le son voyage complètement différemment. Bon, nous, on n'a pas de répétition. On arrive et on joue là, à l'extérieur. Donc, on le voit sur place. On l'entend sur place. Je suis tout à fait consciente que même pour les musiciens, le retour de son, puis le sentiment peut-être de sonorité, de section est différent. Mais en fait, c'est que tout en étant consciente que c'est différent pour tout le monde, je suis pas assise à l'intérieur de l'orchestre. Donc, leur réalité exacte, je la connais pas. Donc, moi, j'ai ma réalité du son d'ensemble, puis mais tu sais, ça se passe quand même. Ouais, ça se passe quand même bien. Puis, tu sais, pour ce qui est de la balance, je peux ajuster. Tu sais, si des fois je sens que c'est vraiment trop fort dans une section, puis on n'entend pas ce que, tu sais, je l'ajuste au fur et à mesure. Tu sais, je leur montre un peu moins, puis je montre à l'autre section un peu plus. Tu sais, mais généralement, ça se passe vraiment bien. C'est certain que l'humidité, ben les instruments de bois. Ah non, bon, ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Faut se réaccorder. Notre premier concert, il ventait, il y avait un vent fou. Donc, j'ai passé presque tout le concert avec ma main sur le lutrin à tenir mes pages, puis à presque utiliser seulement même ma main droite. Ça vrombissait, c'est ça, dans les micros. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive
de faire un concert sans les partitions? Sans les partitions complètement, non. Par contre, ça m'arrive souvent quand même de pratiquement connaître l'œuvre par cœur. Ou souvent, je vais tourner mes pages, je les regarde plus ou Sommairement, moins. ouais. Ou, tu sais, sur la reprise, je les retourne même pas, là. Je le fais. Ouais. Tu sais, mais non, j'ai toujours dirigé quand même avec mes partitions. Mhm. Parce que différent, il y en a qui dirigent par cœur, il y en a qui, bon. Puis ça dépend aussi de la quantité de musique que tu as à apprendre, Oui, dépendamment. évidemment. Puis ça m'amène à la question, c'est quoi les plus gros défis que tu dirais pour ton travail? C'est quoi que tu trouves qui est difficile à relever pour ça? Euh, ben, peut-être un des plus grands défis. Je sais pas, peut-être je te renvoie la balle un peu Ouais. en même temps, mais j'ai comme l'impression que souvent les musiciens, on n'a pas de limite, là. Tu sais, moi, je fais de la musique tout le temps, tu sais, un lundi ou un samedi, c'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, je peux travailler à tous les jours. Puis un des défis, c'est que des fois, quand on est très occupé, puis on passe d'un concert à l'autre tout le temps, mais on n'a jamais de pause, puis il y a une fatigue qui peut s'installer même au niveau physique. Tu sais, pour moi, des fois, je voyage, là, je vais avoir un petit décalage horaire. Des fois, c'est pas énorme, là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais quand tu n'arrêtes jamais, puis tu peux jamais comme le rattraper, ce décalage-là, puis là, tu passes dans une autre zone de temps, puis euh, ça, à un moment donné, en fil de saison, pour moi, ça devient toujours un peu difficile parce que je deviens plus fatiguée. Là, je Ouais. reviens chez nous le lendemain, je me mets tout de suite. Mais en fait, j'étudie toujours d'avance. Comme là, cet été, je suis en train de préparer déjà ma musique de toute la saison. Tu sais, j'essaye de commencer parce Ouais. que si j'attends la dernière minute, c'est juste impossible. Tu sais. Donc, des fois, c'est ça qui est difficile. Puis d'être toujours dans une chambre d'hôtel, tu sais, je dors pas aussi bien, évidemment, que quand je suis chez moi. Il y a le stress. Quand je suis sur la route, bon, quand je suis avec mon orchestre, la relation avec Symphonie Nouveau-Brunswick, c'est différent parce que je les vois plusieurs fois par année. Donc, je suis jamais 100% confortable parce que, d'ailleurs, la zone de confort, il se passe pas grand-chose là-dedans. Je trouve ça important de toujours se confronter à des nouveaux défis. Mais c'est correct aussi, je trouve que ça prend ce petit stress-là, cette petite adrénaline-là. Mais c'est certain que cet orchestre-là, je le connais très bien, puis il y a une familiarité, il y a un genre de confort, si on peut dire. Mais lorsque je suis chef invité, il y a un stress qui est différent. Surtout si c'est un orchestre que j'ai jamais rencontré, mais je sais pas comment ça va se passer, je connais pas le genre d'orchestre que c'est. Comme tu disais, les orchestres ont des personnalités différentes, donc il y a une fatigue, il y a un stress aussi si je dirige un répertoire, un programme qui est toute la musique que j'ai jamais dirigée. Ouais. Tu sais, donc c'est ça. Puis à un moment donné, tous ces éléments-là font que si j'arrête pas, j'arrive, je repars, puis même quand j'arrive, je me repose pas, je tombe dans l'étude intense. Ben, à un moment donné, c'est ça. Physiquement, intellectuellement, ça devient fatigant, mais ça fait partie. Tu sais, en même temps, Ça fait partie du métier. ouais, je pourrais pas faire d'autres choses. Ouais. Je me verrais pas sur un horaire. Tu sais, même si c'est intense, que je travaille beaucoup, en même temps, c'est ma passion. Ben ouais. Je suis heureuse dans ça. T'aimes, Donc, t'aimes, t'aimes l'univers, t'aimes le fait que tu vas aller faire ton épicerie le lundi matin quand il n'y a personne et que tout le monde oui, travaille en même temps. Moi, oui, je pense que c'est quelqu'un que j'avais déjà entendu. Je pense que c'est Patrick Watson qui avait dit ça en entrevue. Il dit une belle chose de mon métier, c'est que le lundi matin, l'épicerie, c'est vide et c'est très agréable. Il me dit ça, c'est rien que pour cette raison-là. Il me dit, je suis content de faire ce métier-là. Mais, non, mais c'est vrai que ça amène il y a plein de petites choses de la vie de tous les jours qui est différent. Comme tu dis, travailler un dimanche, c'est fréquent. Travailler un samedi, c'est presque tout le temps. Il y a des concerts les ouais, samedis. Je veux dire, ouais, on n'a pas décidé, de tout ça. C'est la vie, comme on dit. Mais quand même, oui, tu as raison. La surcharge de travail qu'on peut avoir parfois. Il y a aussi des façons de rester. L'important, c'est de rester en forme, en fait. C'est d'essayer oui, à travers tous ces temps irréguliers,
Je pense toujours à Yannick Nézet-Séguin, tu sais, il parle souvent, lui, de son entraîneur. Hein, il en parle de l'importance de l'exercice physique, de la bonne nutrition. Tu sais, c'est des classiques, là, on les connaît, là, ces affaires-là qu'il faut faire, mais pour un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre, je veux dire, c'est encore plus important parce que c'est tellement d'énergie, comme tu dis, de voyagement. Donc, il faut essayer de se trouver des repères. Tantôt, tu disais, dormir à l'hôtel, c'est pas super. C'est pas comme dormir à la maison. C'est où ta maison? T'es où? T'es dans quelle province? Est-ce que t'es à Montréal? Non, je suis à Valleyfield. OK. Mais là, je suis à Montréal présentement. Là. OK. Mais ton nid, j'ai il est à Valleyfield. Ouais, même si je voyage beaucoup, là. Mais l'été, je suis un peu plus là quand même. Mais ouais, souvent, ça m'arrive de passer d'un hôtel à l'autre. Là. Ça m'est arrivé de partir à une place directement aller à l'autre. Mais j'aimerais ça revenir sur ce que tu dis sur l'importance de la forme physique parce que je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi aussi, je m'entraîne. J'ai des programmes que je vois régulièrement là, quand je veux mettre à jour mon programme d'entraînement. Je travaille avec un kinésiologue. Puis on oublie un peu, ou peut-être on le réalise éventuellement dans une carrière, je sais pas, mais être musicien professionnel, c'est une forme d'athlétisme. Tu sais, on est un peu comme des athlètes professionnels. Le stress qu'on vit, on fait pas des compétitions, on fait des concerts, mais il y a un stress de performance. Le côté compétitif aussi de notre milieu peut être un parallèle à la compétition aussi en sport, mais aussi la demande physique de jouer d'un instrument, d'être chef d'orchestre. C'est quand même assez important et à ne pas négliger. Et oui, l'alimentation, avoir une hygiène de vie saine, s'entraîner. Mais s'entraîner, ça nous permet d'avoir l'énergie de mieux performer. Mais ça réduit aussi notre risque de blessure. En effet. Donc, mais je trouve ça très cool, ton truc de kinésiologue que tu consultes, je présume qu'ils tu fais des espèces de tests pour avoir des données pour savoir comment les choses se placent. C'est une bonne technique. Il y en a que c'est d'aller au gym, il y en a que c'est... Moi, je suis un coureur. Ouais. Moi, c'est du cardio. Le cardio, ça m'aide à focusser davantage. Mais il faut trouver son affaire. C'est surtout ça. Il faut essayer de trouver son truc qui fonctionne. C'est certain que mes entraînements, ils sont beaucoup basés. Tu sais, j'ai travaillé au début avec mon kinésiologue. Tu sais, je lui ai montré mes mouvements. Je lui ai montré comment je dirigeais, quels muscles étaient employés, la posture, tout ça. C'est certain que je fais des exercices pour tout le corps, mais j'ai un focus plus important sur le dos, les épaules, les bras, les abdominaux, le bas du dos, tout ce qu'on appelle le core. Les épaules, évidemment. Là, puis la notion de cardio, c'est aussi intéressant ce que tu apportes parce que tu sais, si on pense qu'en moyenne, un concert, c'est à peu près entre 70 et 80 minutes, mettons. Bon, c'est sûr qu'on a un entracte, mais des fois, on n'en a pas. On peut faire un 60 minutes. Ben de moins en moins, hein, avec la COVID, l'entracte s'est mis à disparaître, simplement, pour sécurité. Donc, ça fait des longues soirées. Se faire aller les bras, ne serait-ce que pendant toute une symphonie, mettons, de 40 minutes, ben il y a un aspect cardio aussi à ça. Bouger, avoir les bras dans les airs pendant 40 minutes. Vu de même, c'est vrai que c'est assez exigeant. Mais est-ce que tu as déjà été blessé? As-tu déjà eu genre des tendinites, des trucs de la sorte? Ou pas des tendinites, tu sais, des fois, je vais être... Mais ça, je le sens, c'est lié à mon stress. Si je suis plus tendue, je vais pas utiliser mes muscles de façon aussi optimale, puis le stress, ça affecte aussi la capacité de récupération. Hein? Ben oui. Donc, tu sais, des fois, je vais avoir plus de fatigue, ou là, je sens que mes muscles, comme, tu sais. Mais je pense que, comme tout le monde, tu sais, je
je pense que tous les musiciens, ça nous arrive d'être endoloris pendant oui. certaines périodes, mais tu sais, je m'étire, je me réchauffe avant chacun de mes concerts, je m'étire après mes concerts. Si je sens que j'ai forcé un peu trop, tu sais, au moindre petit signe où je suis comme, là, après une répétition où j'étais trop tendue, puis je sens que j'ai comme trop poussé, ou, Ouais. tu sais, je mets un peu de glace, tu sais, comme je fais vraiment super attention, justement, pour éviter ça, là. Non, parce que tu as envie de faire ça encore un certain temps, on peut dire ainsi. À, à quel âge tu as dirigé un concert complet symphonique? Puis là, je parle pas de l'université où est-ce que tu as eu des exercices, sûrement un mouvement de truc, une première symphonie au complet. Ou même, on pourrait changer la question autrement. C'est quel job de chef que tu as eu en premier? Et la première fois que tu es allé sur un podium faire un programme complet, tu avais quel âge? On va dire programme complet avec un orchestre pleinement professionnel, Oui. là. C'était en 2008. OK. Donc, j'avais quel âge? Faut-tu que je dise mon âge? Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu personnel, mais disons que c'est quand même jeune. C'est ça mon point de vue. Oui. Puis c'était un concert au Festival de jazz. OK. C'est une série hors saison, donc c'était en décembre. Et quelqu'un de chez Spectra m'avait vu diriger Pierre au Lunaire avec mon ensemble à l'époque, l'ensemble Prima. De Spectra avait vu Pierre au Lunaire. Quelqu'un de Spectra avait vu ça. OK. Oui, parce que c'était quelqu'un de Spectra que je connaissais, que j'avais invité OK. à voir Pierre au Lunaire. Ça, c'est quand même une sortie assez audacieuse, on peut dire. On va dire ainsi. mais en tout cas, puis c'est resté comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu un chef qui s'est désisté 2 semaines avant un concert avec Colin James. Et si je me souviens bien aussi pour ce concert-là, l'orchestre n'était même pas monté. Donc, c'est moi aussi qui ai eu à contracter tout le monde. Donc, ça a été aussi une première expérience avec, tu sais, tout ce qui est là, les contre-guildes, toutes les normes à respecter. C'est moi qui avais aussi rien que pour ceux qui connaissent pas que parfois, il y a des orchestres qu'on voit, on a l'impression que ça fait 100 ans qu'ils jouent ensemble, mais non, on appelle ça un orchestre pick-up dans le vocabulaire du milieu dans lequel tout d'un coup, des musiciens se réunissent pour le temps d'une soirée. Et c'est terminé ensuite, mais étant donné c'est tout du monde professionnel d'expérience, mais la cohésion, disons, se fait très rapidement. Oui, c'est une équipe, c'est un orchestre qui est mis en place pour une occasion spéciale qui est le concert XYZ. Donc, oui, ça avait été quand même assez intimidant, mais ça c'était parce que, tu sais, là, c'était tout d'un coup, la première fois que je dirige en contexte professionnel, c'était à Wilfrid Pelletier. Donc, c'était quand même... Une belle petite salle. C'est une belle entrée en matière, mais ça s'était super bien passé. J'en ai refait après ça, mais ça, c'est vraiment... Puis ensuite, en termes d'orchestre symphonique établi, ça a été quand j'ai gagné le poste en 2009 à l'Orchestre philharmonique de Calgary comme chef en résidence, où là, j'ai fait... c'était beaucoup, là. Je faisais 22-23 programmes par année, là, par saison. Là. Hey, imagine, mais ça a été une super école. Mais c'est venu vite, tu sais, dans le sens que en 2008, tu avais fait un premier truc complet, concert. Paf, un an plus tard, tu te retrouves à faire 22 programmes. Puis là, 22 programmes, des fois, on refait le programme plus qu'une fois. Là. Donc, c'est peut-être quoi, 35, 40 concerts dans l'année, si je ne me trompe pas, peut-être environ. Oui, quelque chose du genre, oui. Donc, cette résidence-là, avec cet orchestre, je présume qu'en soi, c'était une école. C'était une super école où tu as pu tester tout ton jeu, tester des choses, tu as dû voir tes forces et faiblesses apparaître, puis tu as appris à jongler avec tout ça à cet endroit-là. Oui, ça a été une école extraordinaire. Tu sais, à l'université, on est formé pour notre métier, mais il n'y a rien comme être sur le terrain. Puis même, j'ai trouvé que ça serait difficile de... Même si je pouvais partager mon expérience, chaque personne, je pense, va la vivre différemment. La première fois que tu es devant
un orchestre professionnel ou dans un poste comme ça, mais c'était génial parce qu'à Calgary, j'ai été vraiment bien accompagnée. Il y avait un comité de musiciens. Il y avait un musicien par section qui était comme le comité du chef en résidence. OK. Puis ils me rencontraient peut-être aux 2, 3 mois. Puis ils faisaient des commentaires de d'autres musiciens de l'orchestre dans leurs sections respectives. Puis ils me faisaient part des choses qui... C'était toujours super constructif comme critique. Moi, j'étais avide de m'améliorer, donc j'ai adoré ça. Ils me disaient ce que je faisais de bien, ce qui était apprécié, les choses à travailler, tu sais. Wow. Puis, tu sais, de fois en fois, là, je suis comme, OK. Fait que là, j'avais une critique constructive. Ben là, dans tous mes concerts qui s'en venaient, j'essayais d'appliquer justement les conseils ou d'accueillir les critiques que j'avais reçues pour m'améliorer, tu sais. Puis on se rencontrait peut-être aux 2, 3 mois. Donc, ils m'ont accompagné comme ça pendant 4 ans. Donc, en plus, moi, Mon Dieu. d'apprendre en le faisant, j'ai appris aussi en ayant constamment un feedback de l'orchestre. Donc, c'était génial. Mais des résidences de la sorte, il y en a d'autres, là. Je connais pas beaucoup le temps, le milieu de direction. Mais est-ce que c'est comme ça partout? Ils vont donner des commentaires. Il me semble que j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Non, je pense pas, en fait, parce que, en tout cas, dans mes collègues qui ont été chefs en résidence aussi, c'est pas quelque chose qu'ils ont eu. Mais moi, je suis vraiment reconnaissante Ben, de j'espère. l'avoir eu. Puis, écoute, c'est un reality check de l'ego aussi, là, tu sais, parce que ça t'apprend à te construire, ça t'apprend à, bon, je serai pas tout le temps parfaite, il faut que j'essaie tel truc à améliorer. Moi, je trouve que écoute, on aurait même, limite, étrangement, on aurait même le droit d'avoir ça encore aujourd'hui, ce serait pas mauvais, tu sais, parce qu'aujourd'hui, les seules critiques que tu as, je présume, et moi aussi qu'on a, ben, c'est des critiques de journaux. Et ça, c'est pas. Et c'est ça, ça peut être constructif, mais c'est toujours tellement un œil extérieur qui n'est pas justement sur scène, qui n'a pas vécu le processus de la création de la pièce. Ben, c'est un autre point de vue, tu sais. C'est le point de vue un peu, je ne veux pas dire comme ça, mais c'est un peu le point de vue du consommateur, tu sais. Oui, ben c'est sûr qu'avoir le feedback de l'orchestre, c'est idéal. Mais tu sais, ceci dit, on parlait des personnalités d'orchestre. Peut-être si j'avais été chef en résidence avec un autre orchestre, il aurait remarqué ou il aurait insisté sur des choses différentes. En effet, mais tu sais, je veux dire, c'est vrai. à un moment donné aussi, on se construit, on construit aussi notre confiance en soi. Tu sais, à force d'être confronté, c'est qu'à un moment donné aussi, on fait confiance à notre direction. Au début, ben, je vais parler pour moi, là, parce que je peux pas prétendre parler au nom de tous mes collègues, mais au début, s'il y a quelque chose qui, mettons, on n'était pas ensemble, là, je me disais, c'était-tu moi, j'étais-tu clair, j'ai-tu fait ça correct? J'étais peut-être beaucoup plus tournée vers ce que je faisais. Puis à force que j'ai pris à force de diriger, j'ai pris confiance en moi. Puis je me suis mis à vraiment m'ouvrir vers l'orchestre, à écouter, comme je disais, musicalement, humainement, tu sais, ça aussi, c'en est un feedback, tu sais. On le sent, on le voit dans le langage, le body language, le langage corporel, quand les musiciens sont fatigués, quand, tu sais, tout ça, là, on le ressent, donc ça, c'en est une forme de feedback, mais tu sais, effectivement, d'avoir un feedback précis sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, tu sais, je l'apprécie vraiment et ça me touche quand les musiciens prennent le temps de venir me voir après une répétition ou après un concert, puis qu'ils me disent qu'ils ont apprécié travailler avec moi, qui ont trouvé, mettons, que la répétition s'était bien passée. Tu sais, que peu importe le commentaire, tu sais, ça me touche. Je trouve ça... ça aussi, c'est constructif, tu sais, de savoir qu'on fait des bonnes choses. Puis d'ailleurs, je le fais aussi avec l'orchestre. Tu sais, tantôt, on parlait de fixer des problèmes, mais je trouve ça important aussi d'exprimer notre appréciation quand il y a des choses qui sont belles. Ben oui. J'aime ça. Tu sais, je le dis, hey, ça, c'était bien, on garde ça, tu sais, puis de reconnaître les solos, des fois, c'est comme,
tu sais, je dirige, puis je suis comme, waouh, c'est beau, tu sais. Fait que quand j'arrête, je le dis, tu sais. Ben oui, puis Fait que ça aussi, c'est... c'est des beaux moments qui méritent d'être soulignés, puis ça amène, en soi, ça aussi, ça amène une confiance aux musiciens de se plonger encore plus pour le concert, puis de donner davantage. Non, c'est vrai, il y a tout, écoute, il y a tout l'aspect communication Ouais. qui est assez important. En plus, quand t'es arrivé à Calgary, t'étais-tu super bilingue ou t'étais... Quand même pas mal, Pas parce mal? que OK. j'ai fait ma maîtrise à Hart School of Music aux États-Unis. Ah, OK, je Fait que comprends. déjà, j'avais étudié en anglais pendant 2 ans. Je vois. Je vois. Puis, Puis après, t'es revenu à tu sais, ouais. Montréal, puis t'as fait ton doctorat. Et t'es la En fait, première... non, j'ai fait mon... Oui, vas-y, Non, vas-y. mais t'as fait un doctorat en premier, puis après tu fais une maîtrise, c'est ça? Oui. Ah, J'ai... OK. Non, Je j'ai vois. fait ma maîtrise aux États-Unis. Après ça, je suis revenue faire mon doctorat à l'Université de Montréal. OK. Puis après ça, j'ai gagné le poste à Calgary. OK. Parlons du doctorat. Et j'ai lu ça, tu es la première femme à avoir complété un doctorat en direction d'orchestre à l'Université de Oui. Montréal. Et, et là, ça m'amène au fameux sujet de... C'est bien maestra qu'on doit dire? Maestra, maestro, maestra. Ouais. Ou Chef, des fois, ils écrivent. chef. Parlons des femmes et de la direction d'orchestre, parce que en ce moment, quand même, on doit dire l'orchestre métropolitain, du moins Yannick, avec sa direction artistique, a invité au cours des dernières années beaucoup de femmes à venir diriger. Donc, on a découvert Oui. différentes artistes. L'Orchestre symphonique de Montréal aussi a fait le même, a fait le même pas. Bref, c'est en train de se faire un peu partout. Toi, quand même, tu étais déjà embarqué dans l'ambition de cette carrière avant que les gens commencent à programmer davantage. Euh, je suis un peu curieux de savoir, est-ce que tu as eu des chefs, maestras, qui t'ont inspiré à devenir ce que tu es aujourd'hui, ou c'était purement par ton intérêt, en regardant peut-être d'autres chefs, des hommes, on peut dire ainsi, ou c'était juste la musique, point barre, qui t'a amené à aller là? Parce que moi, mettons, en termes de chef d'orchestre, la première, et peut-être comme pas mal de gens euh, qu'on a tous connus, ben, c'était Agnès Grassman. Moi, c'était la première fois, je pense qu'à 14 ans, j'avais joué sous sa baguette, elle dirigeait un orchestre de jeunes, en tout cas un truc de deux orchestres de jeunes mélangés ensemble, on jouait, puis c'était elle. Puis je me souviens encore, là, elle mettait le queue de pie. C'était quand même un statement assez pas pire qu'elle faisait. Puis elle était super gentille, puis elle a dirigé l'orchestre métropolitain un petit peu, si je me souviens. Mais après, il y a eu un gros gap. Après elle, il y a eu une grosse période où il n'y avait pas, littéralement, il n'y avait pas de femme vraiment qui dirigeait. Donc, toi, quand tu regardes ça aujourd'hui, t'étais un peu en avance avant ce mouvement-là. Qu'est-ce que ça te fait, en fait? Ben, moi, tu vois, quand j'ai fait partie des orchestres de jeunes, ma première expérience d'orchestre, ça a été avec Carole Cormack qui dirigeait l'orchestre des plus jeunes au West Island. Puis OK. après ça, quand j'ai comme gradué, si on peut dire, à l'orchestre des jeunes du West Island, là, c'était Véronique Lacroix, Ah mon Dieu, c'est la vrai. chef Ah mon d'orchestre. Dieu, c'est vrai. Véronique, elle a fait ça. J'avais oublié. J'avais Oui. oublié. Elle a pas juste fait de la musique contemporaine. C'est vrai. Elle était chef là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, personnellement, mes 2 premières expériences d'orchestre, c'était avec des chefs, avec des femmes. Et mais par la suite, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis pas du tout positionnée par rapport à ça. Ça a été vraiment, je sais que je veux être interprète, je sais que la musique c'est ma vie, je sais que je suis une fille d'idées, je suis à l'aise dans les postes de leadership, j'aime travailler en équipe, tout ça. J'avais adoré faire de l'orchestre. Puis c'était vraiment ça qui a guidé mon choix. Puis je sais pas si j'avais une espèce de naïveté de la jeunesse ou je sais pas quoi, mais je me suis même pas posé la question. J'ai même pas réalisé. Puis à un moment donné, je suis arrivée justement, j'ai fait un workshop, là, un atelier l'été de direction d'orchestre. Puis là, on était seulement 2 filles sur 20. Tu sais, puis je suis comme, OK. OK. Puis là, ben après ça, tu sais, ma carrière a commencé. Puis là, justement, on me posait la question en entrevue, tu sais, c'est rare les femmes en direction d'orchestre. Puis là, c'est comme là que j'ai réalisé, tu sais, je sais pas pourquoi, là, mais j'étais comme pas... T'étais ça pas faisait pas... alerte à ça. T'avais pas remarqué Non, tant que ça. mais
Non, mais parce que je me suis jamais positionnée comme une femme chef. Tu sais, je suis un chef, je suis une musicienne. Mhm. Tu sais, pour moi, c'était ça, là. Tu sais, puis Mais mine de rien, quand même, je trouve ça intéressant que les chefs de jeunesse que tu as eus, c'était des femmes. Parce que ça, oui, puis veux non, mais pas, c'est ça, ça. ça se grave dans la Oui, tête, là, tu sais. Tu peux pas, oui. tu sais, puis des chefs de jeunesse, on parle enfance, adolescence. Donc, c'est Oui, quand même plusieurs années, tu évolues là-dessus, puis à chaque semaine, tu as une répétition avec une chef. Bon, écoute, pour toi, ça devient littéralement normal, là, tu sais. Il y a tout mais tu ça. vois, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est peut-être justement pour ça que je me suis pas posé la question, que j'ai pas réalisé tout de suite Ouais, que c'était probablement. plus rare une femme sur le podium, tu sais. Mais je trouve que je suis quand même chanceuse d'évoluer dans un milieu qui est vraiment en train de changer présentement. Ben oui. Puis, on voudrait toujours que les choses changent plus rapidement, mais là, on parle de euh, changement au niveau de la pensée. Mais c'est arrivé dans tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines aussi Oui. qui étaient dominés par les hommes avant, qui maintenant, il y a beaucoup de femmes aussi. Puis, peut-être que la direction d'orchestre, c'est arrivé un peu plus tard, mais j'ai hâte au jour où ça va juste faire partie du paysage musical d'avoir une femme sur le podium. Mais, Tu sais? en tout cas, peut-être c'est moi qui est naïf aussi, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on y est presque, là. Ou du moins, je trouve que ça, Ouais. il y a un super avancement, du moins. Il y a un super Oui, ça, avancement. oui, je l'observe, là, vraiment, là, même depuis que, comme tu le soulignes, j'ai commencé, il y Mais a oui. vraiment eu un momentum qui s'est accéléré, là. Puis ça, c'est super positif. Ouais, vraiment, vraiment positif. Euh, une drôle de question que j'aurais dû poser dès le début, en fait, c'est, selon toi, mettons, là, tu sais, en un court résumé, qu'est-ce qui fait un bon chef? Comment on devient un Mm. bon chef? C'est quoi un bon chef? Parce que, et là, je parle pas nécessairement en t'auto-analysant de comment je fais mes affaires. Tu sais, mettons, tu vas voir un concert, tu vois un chef à l'œuvre, puis tu fais ça, c'est un super chef. Juste en admirant l'œuvre. Uh-huh. Pas connaître la personnalité, rien, là. Juste en regardant le travail. Ben, moi, j'aime la clarté de la technique, mais pas la technique pour la technique. Je veux pas voir un technicien. Une clarté de geste puis une précision d'intention qui se traduit en une émotion. Tu sais, on va au concert pour vivre quelque chose. Puis, ça, je trouve ça toujours beau. Quand je sens que la gestuelle est claire, précise, évocatrice, que ça parle, mais pas juste au niveau du geste, la présence, la sincérité. Tu sais, on le sent. Un chef, quand qui est présent, qui est généreux, qui est sincère. Puis ça, on l'observe aussi dans l'interaction avec l'orchestre. Ah Les oui, oui. musiciens, quand ils se regardent, il y a des sourires, on voit qu'il y a une réelle communication. Ça, ouais, ça, je trouve ça beau. Tu sais, quand je vois que c'est de la musique, tu sais. Ben Mais oui. là, si on parle au sens plus large, un bon chef, ben, tu sais, on est tous différents. Peut-être qu'il y a plusieurs façons d'être un excellent chef, tu sais, mais je pense qu'il y a une dimension humaine, puis au niveau de la réflexion, qui est super importante, tu sais. Mhm. Je pense que, ben, en tout cas, dans ma démarche, pour devenir un, un bon chef, en fait, on devient toujours meilleur parce que on devient toujours des meilleurs êtres humains si on prend les opportunités de réfléchir quand les occasions se présentent, tu Mhm. sais, Ah, c'est vrai. d'approfondir qui on est, tu sais, de réfléchir sur pourquoi je réagis comme ça, j'ai-tu une faiblesse, j'ai-tu une insécurité, d'accepter de regarder dans le miroir, tu sais, de progresser en tant que personne, ça nourrit automatiquement la démarche artistique. Puis je pense que ça affecte après ça la façon dont on interagit avec les autres, avec l'orchestre. Puis ça va affecter cette chimie-là, puis ce résultat final-là. Euh, tu sais,
c'est l'essence de la musique qu'on transmet aux gens. Donc, il faut être dans une vérité au moins envers nous-mêmes si Ben on non, veut que non, ça non, passe. Là. c'est certain, c'est certain. Et de plus en plus, écoute, il y a différentes façons de voir des chefs. Hein, parce qu'il y a des chefs, des fois, qu'on peut dire généraux. C'est-à-dire que c'est des chefs qui vont être capables de diriger un peu de tout. Je pense que c'est un peu ça qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, des chefs qui peuvent diriger soit de la musique un peu plus ancienne, baroque, classique, romantique, mais aussi un chœur, un opéra. Tu sais, un chef doit être capable de faire un peu de tout. Mais, c'est là que j'arrive avec ma question, c'est qu'on voit des chefs qui prennent des décisions stylistiques. Comme un peu comme Bernard Labadie, lui a décidé, bon, ben moi, c'est ce truc-là, je me lance. Véronique Lacroix, par exemple, qui a dirigé, un jour, a dit, bah, moi, ça va être la musique contemporaine. Et il y en a qui vont... C'est ça, stylistiquement, il y a du monde qui se spécialise dans un truc. En ce moment, je sais pas, est-ce que tu te considères un peu plus spécialiste de quelque chose? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu as l'ambition d'avoir un jour une spécialité de direction? Non, je me considère pas comme une spécialiste. Je suis une chef plutôt polyvalente, mais tu sais, j'ai quand même un intérêt pour la musique contemporaine. Au début de ma carrière, pendant que je faisais mon doctorat, j'avais fondé mon ensemble, l'ensemble Prima, Oui. et je faisais seulement de la musique 20-21e siècle. Et donc, en fait, quand je suis arrivée à Calgary, là, j'ai commencé à faire plein de répertoires symphoniques, mais avant ça, je dirais que j'étais spécialisée en musique 20e, 21e siècle. Donc, tu fais le chemin inverse. Tu fais le chemin inverse. Tu as ta spécialité, puis après, tu es allé de l'autre côté. Oui. Tu sais, mais là, c'est plus le cas, mais je trouvais ça drôle à un moment donné de dire que j'avais dirigé Pierre Lunaire plus souvent que la 5e de Beethoven. Tu sais? Quand même. Mais là j'ai fait plus souvent la 5e. L'équilibre s'est rétabli. C'est ça, exactement. Aïe, aïe. Mais non, j'adore le répertoire symphonique. J'adore le début du 20e siècle, les œuvres modernes aussi. Tu sais, c'est des défis différents aussi à travailler. Mais tu sais, j'aime le jazz aussi. Puis, il y a des shows pop aussi que j'ai adoré diriger. Tu sais, j'ai fait le groupe Stars avec l'Orchestre du Centre national des arts. Mais quand on m'a offert ça, moi, Stars, c'était un groupe que j'adorais, que j'écoutais déjà depuis plusieurs années. Donc, c'était fantastique là aussi. Donc, non, j'ai pas de spécialité. Mais c'est sûr que mon intérêt principal, je dirais, c'est quand même le répertoire symphonique. Je suis tout à fait heureuse de ma carrière présentement parce que c'est ça que je fais en majorité. Là. C'est cool. Et pour le fun, admettons, orchestre de rêve. Okay? Parce que je sais que tu diriges beaucoup, et surtout au pays, mais tu es aussi invité à l'extérieur du pays. Tu fais toutes sortes de trucs. Mais tu sais, mettons, plateau d'art, je t'offre maintenant de diriger un orchestre. Peu importe, il n'y a pas de limite. Là. Le truc que tu serais curieuse d'essayer, ça serait quoi? Ben là, il y en a plusieurs. Là. C'est une question difficile. Tu peux en donner 3. Tu n'es pas obligé. OK, ça peut être 3. 3. Je ne vais pas juste te donner un seul orchestre. 3 orchestres que j'aimerais diriger. New York, Berlin, puis Concertgebouw. OK. Oh, pas pire quand même. C'est une belle liste. Je me mets de la pression. Écoute, ça serait en même temps un rêve. Sûrement que la veille, là, je ne serais pas capable de dormir tellement je suis stressée. C'est certain. Il doit y avoir un niveau de stress assez élevé d'essayer ça. Il y a de la pression. Oui, il y a de la pression. Mais on parle dans l'absolu. Là, oh non, on s'amuse. Tu me prends à brûle pour point. Là. Non, mais on s'amuse à juste de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Mais c'est cool, ça. C'est cool. Écoute, de toute façon, on va passer maintenant au segment de la prescription.
Alors, on y va. Mélanie, je veux entendre ta première proposition, s'il te plaît. Mais ma première proposition, c'est un groupe montréalais, Dear Criminals, que j'adore. Ben oui. Que j'ai écouté en boucle. J'adore leur univers sonore. C'est de l'électro minimaliste, je dirais. Oui. Oui. C'est un groupe innovateur. J'adore les ambiances qu'ils créent dans leurs chansons. La voix de Franny Holder, ça nous touche, ça nous hante. J'adore tout de ce groupe. Je trouve ça intéressant aussi parce qu'ils font beaucoup de collaborations. Tu sais, c'est ça, je parle de leur côté innovateur, là, mais ils font beaucoup de collaborations sur divers projets. J'aime aussi beaucoup le théâtre, puis ben, je les ai vus en concert, mais je les ai vus aussi justement dans une collaboration, une pièce de théâtre qui avait été présentée à l'Espace Go, Les Lettres d'amour de Evelyne de la Chenelière. Ah oui. Ça, c'est un de mes coups de cœur des dernières années, et c'est eux qui faisaient la musique live pendant la pièce de théâtre. Et donc, un de mes groupes préférés. OK, cool. Écoute, c'est drôle que tu parles de groupe. Moi, j'arrive avec un groupe aussi. Un groupe que j'aime beaucoup. Peut-être tu connais Foxygène. Je ne sais pas si tu connais Foxygène. Non, mais là, je suis curieuse. C'est vraiment un couple le fun qui vient des États-Unis, mais qui va dans un rock un peu indépendant américain. Comment je peux dire, qui a des influences de rock britannique des années 60. C'est un peu ça l'esthétique, je pourrais dire. Et c'est deux membres fondateurs, Jonathan Rado et Sam Franz, qui ont parti ce groupe-là. Un des classiques, c'est leur deuxième album qui s'appelle We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, qui avait fait beaucoup parler puis qui avait eu un bon classement dans les top 10 albums de l'année. Je crois que c'était en 2000, peut-être 11 ou 12. Et dernièrement, j'ai recommencé à revisiter le band, à réécouter les disques, parce que je les aime, j'aime le son. Et j'ai découvert un album qu'ils avaient fait. C'est assez drôle parce qu'ils ont fait beaucoup de tournées. Et qu'on parlait tantôt de santé et d'être bien dans notre peau, là. Oui. Eux, ils ont poussé un peu la loque, je pourrais dire ainsi. Et ils ont été obligés d'annuler une grosse tournée européenne pour préserver leur santé créative, ils disaient. Mais vraiment, il y avait besoin de se reposer. Et ils ont décidé finalement, pour se faire pardonner de leurs fans, de poster sur YouTube un album qu'ils avaient enregistré quand ils étaient tous les deux, quand les deux avaient 16 ans. Donc, c'est un album d'ado, là, fait avec justement les moyens là, de l'époque. Et ça s'appelle Jurassic Explosion Philippic. Et c'est vraiment le fun. C'est le fun à écouter. Si les gens, vous connaissez le band, vous allez aimer ça. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un disque de route. C'est un disque qu'on prend, qu'on met quand on fait du char. C'est vraiment le fun. C'est rock. C'est un peu trash, parfois mélodieux, des fois sentimental. C'est vraiment, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment à l'image de ce qu'ils font déjà. Mais on sent le talent brut. Puis moi, j'adore aller vers les origines des projets. Donc ça, c'était leurs premières ébauches. Et c'est vraiment cool. Donc, Jurassic Explosion Philippic du groupe Foxygène. Hey, mais là, je vais aller écouter ça. Moi, je connais pas ça. Ah ben, Foxygène, tu vas adorer. C'est bien fait, c'est bien tricoté. Là, c'est des beaux arrangements. Là. Vraiment, vraiment original. Et maintenant, à toi? OK, bon, j'aime beaucoup la poésie aussi. Et il y a un recueil de poèmes que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois, de Marie-André Gill. OK. Chauffer le dehors. Marie-André Gill, c'est une poète inoue. Elle est originaire de la Mashtuyatsh. OK. Et je sais pas ce qu'elle écrit, ça me va droit au cœur. Elle a une façon avec les mots, de façon concise, d'aller décrire l'émotion. Je sais pas, ça vient me rejoindre de façon directe, un peu crue, mais je m'identifie facilement, peut-être parce qu'elle parle
de sujets que j'ai vécu, que plusieurs ont vécu, les relations amoureuses, entre autres. Ben oui. Et, mais j'adore. C'est un recueil que je ressors périodiquement Ah pour oui, OK. soit le relire en... Oui, OK. des fois, j'ai besoin de le relire, de me replonger là-dedans, dans les réflexions que ça occasionne. Puis, j'ai préparé des petits extraits. Je pourrais peut-être... Le seul problème... Ah, OK, des extraits que tu vas lire? Est-ce que je peux? Oui, tu as le droit de lire. Oui, excuse-moi, j'avais peur que c'était un audio de quelqu'un qui lisait. Ça, nous n'avons pas le droit de le faire. C'est la grande tristesse du iPod qui va sur Spotify, qui va sur YouTube. On se fait mettre un drapeau, puis l'épisode est obligé d'être retiré. Mais tu peux les lire, par contre. Mais si moi, je les lis, OK. Donc, c'est qu'étaine de même. J'ai eu beau faire 30 brassées. Je suis pas capable de faire partir la trace de tes doigts. Alors ça, c'en est un. Ça, c'est pas pire. Il y en a plein, là. Des petits haïkus, là, qu'on pourrait dire ainsi. Un peu... Ouais, pas sous la forme du haïku. Pas sous la forme du haïku, c'est ça. Mais c'est court, mais ça dit oui. tellement. Tu sais? Oui. Quand je t'en lis un autre, si tu veux. Oui, s'il te plaît, vas-y. Faudrait juste savoir par où commencer pour désallumer l'attente, slacker le hamster, faire corps avec tout ce qui a de la misère à exister. Ah, c'est pas pire. C'est bon, ça. Ah, puis c'est très... c'est très québécois aussi, là. Dans la façon dans l'écriture, là, je veux dire, l'espèce de mélange anglo un peu... justement, slacker le hamster, c'est quand même assez typique de notre coin. C'est très cool. OK. Puis, ce recueil, peux-tu redonner le titre, s'il te plaît, du recueil? Oui. Donc, Chauffer le dehors de Marie-André Gill. OK. Excellent. Super. Et tu as un dernier truc à nous partager? Oui, un album classique que j'écoute souvent, que j'adore. Night Train de Oscar Peterson. OK. Donc, bon. C'est cher Oscar. Jazz. Ben oui. Oui, mais à Montréal. Écoute, comment décrire cet album? C'est un chef-d'œuvre. Chacune des pièces est un chef-d'œuvre. C'est avec son trio, qui était avec Ray Brown à la contrebasse et Ed Typen à la batterie. C'est un album qui est sorti en 1963, qui a un côté jazz, blues aussi. C'est des courtes pièces. Puis je me renseignais sur l'album, puis apparemment, les pièces sont courtes parce que on voulait à l'époque que ça puisse jouer à la radio. Donc, il ne fallait pas que ça soit trop long. OK. Et c'est ça. Puis en lisant, justement, j'ai découvert qu'en 2019, l'album a gagné un prix Polaris, le prix Héritage, qui est un prix qu'ils ont commencé à donner à des albums qui ont été faits avant que les prix Polaris existent. Okay. Mais justement, je l'écoutais hier soir, cet album. OK. Night Train. OK, ben écoute, l'œuvre de Oscar Peterson, disons que c'est assez immense. Donc, c'est difficile de connaître tout ça, mais je vais aller écouter ça. Écoute, merci beaucoup pour ce temps. Je sais que t'es full en répétition. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on était aujourd'hui en mode distance, simplement parce que... Puis j'ai apprécié beaucoup le fait que tu voulais vraiment te rendre au bout de cette série de concerts et ne pas tomber malade. Et surtout qu'en ce moment, même si on est l'été, ben la COVID, elle continue à circuler beaucoup. Donc, ta prudence est appréciée. Je suis certain que les gens de l'OM vont être contents. Et est-ce que d'autres trucs qu'on peut te suivre cette année? Parce que je sais que tu es finaliste pour l'orchestre de Sherbrooke, donc on va t'entendre un peu à Sherbrooke, probablement. Oui. Et orchestre symphonique de Québec, si je vois bien. Oui. Et quoi d'autre? Ben, tu seras aussi au Nouveau-Brunswick. Ça c'est certain. Le 28 octobre, un beau projet que Le Voyageur, les violons du roi, qui rend hommage à Gilles Vigneault. Oh!
Super. Ça va être... On l'a fait à Québec, mais on le reprend à Montréal. OK. Et tu vas être aussi en Nouvelle-Écosse avec l'orchestre de la Symphonie Nova Scotia et l'orchestre de Victoria. C'est bien ça? Oui. Wow. Voilà. Alors, Oui. sinon, on peut simplement aller sur ton site Internet pour suivre tous les détails. Et Je veux juste t'interrompre pour dire que je vais le mettre à jour. C'est un de mes projets d'été. C'est bon. Je vais le mettre à jour avec la saison qui s'en vient. Sinon, il y a toujours ma page Facebook aussi. À suivre. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Mélanie, et au plaisir de jouer sous ta direction. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.